élections législatives, sénatoriales et municipales en Guinée équatoriale dimanche. L'opposition dénonce des fraudes et des irrégularités. Au Soudan du Sud, retrait des soldats qui encerclaient la résidence de l'ex-chef de l'armée. Un accord a finalement été trouvé. Puis en France, un hommage a été rendu aux victimes des attentats du 13 novembre. Emmanuel Macron a déposé une gerbe devant la plaque commémorative. Et voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bienvenue. On démarre cette édition par la Guinée équatoriale où des responsables de l'opposition dénoncent des fraudes, des irrégularités et des arrestations de leurs militants qui avaient dénoncé ces situations ou tenté de s'y opposer lors des élections législatives, sénatoriales et municipales qui se sont tenues dimanche. Ils étaient quelques 300 000 électeurs équato-guinéens appelés aux urnes. Voici les détails. Selon les médias d'État, le vote s'est déroulé sans incident et dans de bonnes conditions. Mais des responsables de l'opposition ont dénoncé de multiples fraudes et irrégularités avec des arrestations de leurs militants qui avaient dénoncé ces situations ou tenté de s'y opposer. Un responsable du CPDS, un parti d'opposition, a signalé des arrestations de plusieurs de ses représentants à Bata et à Nissok, déplorant l'absence de ces bulletins dans plusieurs bureaux de Malabo où se déroulaient les élections législatives, sénatoriales et municipales. Selon le leader du CI, un autre parti d'opposition, près de 80% de ses assesseurs ont été expulsés des bureaux et n'ont pas pu surveiller le vote. Le Parti démocratique de Guinée équatoriale, PDGE, au pouvoir, se présente à la tête d'une coalition de 15 partis alliés face au Parti citoyen pour l'innovation, CI, et une coalition d'opposition regroupant l'Union du centre droit, UCD, et la Convergence pour la démocratie sociale, CPDS. Le PDGE, qui détient depuis des décennies tous les rouages du pouvoir, est assuré de l'emporter, mais l'opposition espère cependant faire son entrée au Parlement, où le PDGE et ses alliés disposent de 99% des sièges. Direction le Soudan du Sud, le gouvernement du président Salva Kiir utiliserait l'aide alimentaire comme arme de guerre. C'est du moins ce que révèle un rapport confidentiel du Comité de sanctions des Nations Unies. Le constat serait particulièrement alarmant au niveau de la région de Wau, dans le nord-ouest du pays où de nombreux combats se sont déroulés depuis 2016 entre forces gouvernementales de l'armée populaire de libération du Soudan et groupes armés. Reportage. Des différentes opérations d'aide humanitaire programmées pour les zones sinistrées ou en difficulté au niveau du Soudan du Sud, une seule a pu être menée par le PAM, le Programme alimentaire mondial. Ce fut en août dernier. Sur place, les membres de la délégation y ont trouvé des civils apeurés, malnutris, obligés de fuir leur village brûlé, leurs champs détruits ainsi que leurs récoltes volées pour survivre dans la brousse avec, pour simple repas, des feuilles et des racines. Quelques 164 jeunes enfants et personnes âgées seraient aussi morts de faim au cours de l'année écoulée. Le constat crève les yeux dans la région de Wau, dans le nord-ouest du pays. Le mouvement de la SPLA, force gouvernementale de l'armée populaire de libération du Soudan, y avait mené une vaste campagne militaire entre 2016 et 2017, déplaçant près de 100 000 personnes. Mais quand les ONG ont voulu apporter de l'aide alimentaire pour alléger le niveau de souffrance, les autorités les ont systématiquement bloqués, révèle un rapport confidentiel accablant du comité de sanctions de l'ONU. Il souligne le dit rapport qu'il s'agit d'une tentative délibérée d'affamer les civils considérés comme des opposants au gouvernement. Le gouvernement de Salva Kiir a donc utilisé l'aide humanitaire comme arme de guerre, concluent les experts de l'ONU qui notent que les opérations de la région de Wau avaient été décidées au plus haut niveau de l'État. Les responsables onusiens s'inquiètent par ailleurs que les forces alliées au président Salva Kiir et à son vice-président continuent toujours d'entraver l'aide humanitaire et le travail des casques bleus au Soudan du Sud.
On reste au Soudan du Sud. Les soldats qui encerclaient depuis une semaine la résidence de l'ancien chef de l'armée Paul Malong dans la capitale Juba se sont retirés. Un accord a été finalement trouvé avec lui en ce qui concerne le différend sur le nombre de gardes du corps à son service. Plus de précisions à travers cet élément. Selon un communiqué de l'armée sud-soudanaise, le retrait des soldats est intervenu après que le général Paul Malong a accepté l'ordre présidentiel de réduire le nombre de ses gardes du corps. Ces soldats encerclaient depuis une semaine la résidence de l'ancien chef de l'armée dans la capitale Juba. Une solution pacifique a été finalement trouvée. Démis de son poste de chef d'état-major au mois de mai dernier et assigné à résidence, l'influent Paul Malong avait reçu l'ordre début novembre de démobiliser 27 de ses 30 gardes du corps. Mais il n'avait pas obéi, ce qui a entraîné le déploiement le 3 novembre dernier d'environ 100 soldats autour de sa résidence à Juba. Des négociations ont alors été entamées le 5 novembre pour tenter de résoudre cette situation qui avait provoqué des tensions dans la capitale. Extrêmement influent au point d'être vu par certains comme plus puissant que le président sud-soudanais Salva Kiir, Paul Malong avait été nommé par ce dernier chef d'état-major de l'armée en avril 2014. En Centrafrique, Bambari, dans le sud-ouest du pays, a été au cœur d'un conflit de factions qui a fait plusieurs milliers de victimes. À présent, un calme relatif est revenu dans la ville et certains ex-combattants tentent même un retour à la vie civile grâce à un programme de réinsertion de la FAO. Richard a troqué les armes pour les outils agricoles. Pendant 5 ans, il était une figure locale importante des anti-Balaka, ces milices dites d'autodéfense, majoritairement chrétiennes, en guerre contre les ex-Séléka, des groupes armés qui affirment protéger la minorité musulmane en Centrafrique. Depuis le cessez-le-feu signé en mai dernier, sa ville, Bambari, a retrouvé une paix relative. L'occasion pour Richard et ses hommes de tenter de passer à autre chose. J'étais agriculteur au moment où ma mère et mon père sont décédés. C'était leur moyen pour nous nourrir. On a grandi là-dedans. C'est pour ça que l'idée m'est revenue. Mes jeunes frères, je veux leur dire que nous avons beaucoup trop souffert. Notre pays a beaucoup reculé. Ça ne sert à rien de prendre les armes. Une arme, ça ne se mange pas. La ferme de Richard s'inscrit dans le vaste chantier du plan DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion, lancé par l'ONU et le gouvernement centrafricain en septembre 2017. Des combattants démobilisés fabriquent du savon. Des femmes musulmanes et chrétiennes se sont rassemblées en coopérative. À ce stade, le projet pilote concerne 3000 bénéficiaires, dont 1300 à Bambari. On va donner à ces jeunes des kits d'installation, des kits agricoles, j'entends par là, pour pouvoir permettre la mise en pratique des connaissances théoriques qu'ils auront apprises lors des séances de formation. Les autorités centrafricaines sont venues visiter les projets de démobilisation à Bambari, vitrine de la paix dans le sud-ouest du pays. Mais dans les régions avoisinantes, la situation reste très tendue. Sur l'axe Bambari-Bria, c'est une zone où l'instabilité, où la stabilité peut être mise à mal. Il y a effectivement des déplacements d'hommes armés. Depuis 2004, les guerres civiles en Centrafrique ont fait plusieurs milliers de victimes et dans une ville qui se relève difficilement de 5 ans de conflit, le succès de ce programme va dépendre du maintien de la paix, déjà menacée par les tensions entre groupes armés. Au Togo, l'opposition ne décolère pas. Elle a appelé dimanche soir à 3 nouvelles journées de manifestation contre le président Faure Gnassingbé qui fait face depuis près de 3 mois à une contestation populaire dans tout le pays. Jeudi, vendredi et samedi prochains sont les dates retenues. Les leaders de l'opposition avaient par ailleurs déclaré leur ferme intention de se rendre à Sokodé, Bafilo et Mango, 3 villes du nord du pays, théâtre de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants depuis fin août. Ceci malgré une notification du gouvernement qui aurait dit ne pas accepter cette visite de l'opposition dans ces 3 villes. En Côte d'Ivoire, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle fait peau neuve. De nombreux artistes africains de renom y sont passés. Le but à présent est de contribuer à la richesse nationale tirée du cacao.
Première économie de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire ne tire pas de dividendes de ses productions culturelles qui dominent pourtant ce marché de 90 millions d'habitants. Mais à présent, le gouvernement a pris conscience de l'ampleur de l'économie culturelle et du niveau d'employabilité qu'offre le secteur des arts et de la culture. Car, comme le dit l'écrivain et journaliste ivoirien Alpha Yaya Soumaoro, la culture ne devrait pas être la dernière roue de la charrette. On dit souvent que la musique ne s'apprend pas forcément dans les livres, c'est vrai, mais de nos jours, en 2017, c'est indispensable d'apprendre dans les livres parce qu'il y a certaines techniques qu'on n'apprend pas forcément de soi-même. Voilà, donc il faut venir à l'école, apprendre certaines techniques et ajouter à ce qu'on sait déjà. Ça fait déjà un plus par rapport à quelqu'un qui n'a pas appris à l'école. La musique a toujours été une passion pour moi. Également à l'INSEC, on apprend à être enseignant. On donne la formation pour enseigner la musique aux élèves. Et j'ai toujours adoré embrasser ce métier. Donc venir à l'INSEC me permet de combiner ces deux passions. La restructuration de l'école s'inscrit dans le même mouvement que la rénovation du musée des civilisations d'Abidjan. Entre 500 et 600 diplômés vont désormais sortir chaque année de l'Institut qui accueille 3500 élèves. Vous le savez déjà probablement, le Maroc est allé décrocher sa qualification pour le mondial russe à Abidjan. Ils étaient 30 000 dans les tribunes du stade Félix Houphouët-Boigny, les supporters marocains pour pousser leur équipe à la victoire. À la fin du match, certains Marocains ont exprimé leur joie au micro de Christ Materna Semia. On est très heureux, ça faisait 20 ans qu'on n'était pas allé en Coupe du Monde. On y croyait, notre équipe était solide. On était très heureux de venir chez un peuple frère, la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on est vraiment très heureux. On remercie les Ivoiriens pour leur accueil. Et j'espère qu'on représentera dignement l'Afrique et notre amitié en Russie dans quelques mois. Aujourd'hui, nous sommes très contents pour la qualification de l'équipe nationale. Ils ont mérité leur victoire. Vraiment, l'équipe ivoirienne a fait ce qu'il peut, mais il n'était pas vraiment bien organisé. On les souhaite bonne chance et on dédie cette victoire à notre roi, le roi Mohamed VI, et à notre peuple marocain et à notre cher peuple ivoirien. Le Maroc s'est joué, ils ont gagné 2-0. Et puis, à la fin, les Ivoiriens voulaient bien jouer, mais le temps est fini, donc ils n'ont pas pu bien faire. Emmanuel Macron et Anne Hidalgo ont rendu hommage lundi matin aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 devant le Bataclan, où 90 personnes avaient été tuées. Emmanuel Macron a déposé une gerbe devant la plaque commémorative lors d'une cérémonie d'hommage silencieuse en présence des familles des victimes. Emmanuel Macron a rendu hommage lundi aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis, qui avaient fait 130 morts en se rendant sur les 6 lieux des attaques, en compagnie notamment de François Hollande. Sur chaque lieu, en présence des familles des victimes, il s'est recueilli devant la plaque commémorative et a déposé une gerbe pendant que le nom des décédés a été scandé par un message enregistré. Emmanuel Macron s'est rendu devant les restaurants et bars parisiens, cible des attaques en terrasse, le Carillon, le Petit Cambodge, la Bonne Bière, le Comptoir Voltaire, la Belle Équipe et enfin au théâtre du Bataclan. Le 13 novembre 2015, la France avait été frappée par les pires attaques terroristes de son histoire. 9 tueurs font 130 morts et plus de 350 blessés à Paris, dans la salle de concert du Bataclan, où 90 morts ont été dénombrés. Aux terrasses de plusieurs bars et restaurants, 39 morts et près du Stade de France avec 1 mort. L'organisation État islamique avait revendiqué les attaques. Voilà, c'est sur cet hommage rendu aux victimes du 13 novembre que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.